Aloha belle mama, et bienvenue dans mon univers Mamelle, qui est à la fois un podcast, une newsletter et une boutique artisanale dans laquelle je crée mes propres bougies autour de la maternité et de la féminité. Je m'appelle Marion et j'ai créé cet espace qui respire l'universalité des cultures, des traditions, des rituels autour de la femme qui devient mère et de la mère qui renaît femme. Chaque intervenante, quel que soit le sujet de l'épisode, viendra faire un pont entre les traditions, les savoirs, les mémoires, les rituels ancestraux et les pratiques actuelles et récits dominants contemporains sur la maternité, la parentalité ou encore la féminité entendue au féminin sacré. Chaque semaine, nous nous retrouverons ici pour cheminer ensemble à travers les récits et les savoirs transmis par des femmes et des mères venues des quatre coins du monde qui sèmeront des graines d'une meilleure connaissance de notre nature profonde. Avant chaque épisode, je t'invite à prendre un temps pour te poser, puis te déposer, afin de voguer légère dans ce lieu de partage doux et profond à la fois, où la parole est libre et où l'ambiance est parfois intime, parfois sacrée. Tu peux même prendre le temps d'observer l'environnement dans lequel tu es ou la nature qui t'entoure. Cette nature qui a ce langage discret et puissant, surtout fait de cycles, de passages et de mouvements, comme nous finalement. J'aime résumer nos rendez-vous sous une note artistique, alors je poursuis cette invitation au voyage en te demandant désormais d'imaginer une toile blanche face à laquelle tu es assise. Accueillant ton énergie du moment, le passage actuel de ta vie et le cycle de ta présente saison antérieure, prends ce pinceau imaginaire dans ta main de cœur et dans un élan vital, produis ce geste du peintre, celui du mouvement qui sort de toi afin de créer quelque chose là où il n'existait rien auparavant. Ce geste incarne l'essence de Mamelle, un geste qui donne du sens à la vie, qui apporte de la beauté et favorise le partage. Cette expression, qui s'apparente à une pratique spirituelle de connexion avec soi-même et de connexion aux autres, est une source infinie d'étonnement et d'émerveillement. C'est cette source que nous allons côtoyer ensemble ici au fil des épisodes. J'éprouve cet élan et ce plaisir, je l'avoue, de te proposer de te renouveler sans cesse par un apprentissage dynamique et permanent à travers ce tableau blanc comme point de départ de chaque moment passé ensemble ici. Ce, afin de vivre une aventure différente à chaque fois avec un voyage dont la destination ne t'est pas connue. Ainsi, une trace est laissée sur cette toile, telle une empreinte, tout en laissant le loisir à cette œuvre de bouger avec la lumière du temps et de changer de ton à chaque regard porté dessus. Voilà, belle mama, l'essence de Mamelle. J'arrête là ma petite allégorie de Mamelle et je te laisse découvrir la nouvelle invitée du jour en te souhaitant un beau voyage au cœur de ta matrice. Bonjour Céline. Bonjour Marion. Je suis ravie de t'avoir à mon micro aujourd'hui. C'est une merveilleuse rencontre en tout cas. C'est toi qui m'as contactée via Instagram et j'ai été en tout cas particulièrement touchée par ton histoire quand tu me l'as racontée en call préparatoire. Surtout ce cheminement que tu vas pouvoir nous déposer aujourd'hui sur ta propre naissance de maman et sur l'arrivée de tes jumelles. C'est vraiment en tout cas un récit qui m'a touchée en plein cœur parce que effectivement c'est à mon sens un récit qui mérite autant que les autres, mais qui a cette petite touche en plus de pouvoir, je pense, porter un peu de lumière et d'espoir aussi à toutes ces mamans qui peut-être, en tout cas, se reconnaîtront
dans le début de ton parcours et aussi permettre aussi d'avoir une autre vision du cheminement que l'on peut avoir pour arriver jusqu'à une naissance, qui plus est une naissance gémellaire. Donc voilà, merci déjà Céline pour me faire cet honneur d'être là aujourd'hui. Et peut-être que sans plus tarder, je vais peut-être te laisser te présenter toi d'un point de vue perso et peut-être pro si tu le souhaites et nous dire où est-ce que tu es aussi actuellement puisqu'on n'est pas dans nos frontières françaises. Mhm. Merci beaucoup, Marion. Ton podcast me fait beaucoup de bien déjà depuis un peu plus d'une année et c'est vraiment un honneur d'avoir mon épisode. Donc, merci vraiment de me donner cette opportunité. Pour me présenter, je m'appelle Céline, je suis belge et j'habite à Barcelone depuis presque 8 ans. Qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai un centre de retraite de yoga au Maroc, à Essaouira, mais pour l'instant, j'aime dire que je suis juste maman parce que c'est la seule chose que j'ai envie de faire, m'occuper de mes filles. J'imagine. Qu'est-ce Parce que que peut-être aussi le dire que tu es en plein postpartum, en tout cas Céline, peut-être pour celles qui ne le savent pas, parce qu'on a oublié de mentionner effectivement que c'est encore tout frais. Oui, 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 j'ai eu mes jumelles il y a 8 mois, presque Ouais. 8 mois maintenant, et c'est un vrai plaisir, un vrai cadeau de la vie et vraiment une bénédiction d'être leur maman. Quand tu te vois, t'as encore full hormones ocytocine. Je te jure, t'es hyper lumineuse. On sent encore tout ce shoot. C'est magnifique. Alors peut-être Céline, on va peut-être commencer d'emblée à parler justement de peut-être ce désir d'enfant. D'où en tout cas est-il né avec ton compagnon et comment en tout cas vous êtes entrés dans cette aventure, dans ce souhait en tout cas de désirer un enfant. Hmm. Je pense que, enfin non, c'est pas que je pense. Je me rappelle vouloir être maman depuis que je suis petite. Je me rappelle Mmh. que avant d'aller dormir, tu sais, quand on se met dans ce petit monde imaginaire qu'on crée dans notre tête avant de s'endormir, moi j'ai toujours imaginé être maman, mes futurs enfants, comment ils allaient s'appeler, comment ils allaient être, ce qu'on allait faire ensemble. J'ai toujours imaginé ça avant de dormir. Ça Ouais. a toujours été un très, très, très grand désir. Je blague en disant, depuis que j'ai mes règles, je veux être maman. Ouais. S'il y a une certitude dans ma vie, c'était celle-là. Euh, et en même temps, j'ai toujours eu peur de ne pas pouvoir être maman. Enfin, toujours. Pas quand j'étais enfant, mais en tout cas depuis l'adolescence. Et je pense que c'est parce que j'ai entendu des histoires autour de moi de femmes qui avaient du mal ou qui n'y sont pas arrivées. Et je me les suis un petit peu appropriées. Je pense que ça doit venir de là. En tout cas, je me rappelle que c'est une peur que j'ai depuis vraiment longtemps. Et quand j'avais 28 ans, donc il y a environ 4-5 ans, euh, j'ai eu un rendez-vous avec une gynécologue, c'est la première fois que je la voyais, et elle m'a fait une écho, et elle a eu la merveilleuse idée de me dire que ma réserve ovarienne était Mmh. assez basse pour mon âge. Donc j'avais 28 ans, et elle m'a dit, ta réserve ovarienne est celle d'une femme de 34 ans, en sachant qu'à ce moment-là, on ne comptait pas s'y mettre tout de suite. Enfin, on comptait encore attendre 2, 3, 4 ans avant de commencer à essayer. Donc, Mmh. ça m'a fait très peur. Et Bah surtout, oui. je pense que ça a réveillé, pas un trauma, mais ça a comme confirmé Mmh. euh, cette petite voix que j'avais dans ma tête depuis tant d'années. euh, et enfin, c'était un peu des pensées intrusives qui venaient à n'importe quel moment de ma vie, dès que je voyais un bébé, ou dès que je voyais une femme enceinte, je me disais, oh, waouh, imagine, toi, tu peux pas vivre ça, imagine si c'est pas possible. Et j'ai vraiment pris peur après ce rendez-vous. Euh, et dans les 2 mois qui ont suivi, j'étais dans une clinique d'infertilité, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, Ouais. euh, pour faire une préservation de fertilité. Mmh. Euh, donc voilà, je me suis mis un peu toute seule, un peu toute seule dans ce chemin qui au final était pas le chemin approprié pour moi et mon couple. Mmh. Mais il y a une autre donnée importante, c'est que on sait que les femmes de ma famille se passent de mère en fille une mutation génétique qui s'appelle le Ouais. BRCA en français, BR pour breast et CA pour cancer. Mmh. Euh, donc en fait, quand j'ai eu recours à cette préservation de fertilité, je me suis dit, enfin non, en fait, je me le suis pas dit. Les médecins m'ont dit, Ouais. euh, en fait, c'est tout bénef pour toi parce qu'on va pouvoir faire une sélection d'embryons et
juste sélectionner des embryons qui ne sont pas porteurs de la mutation génétique. Donc ça te donne un peu l'opportunité de contrer la malédiction, si on peut le dire comme ça, et d'arrêter de nous passer le gène de génération en génération. Donc sur le moment, Mmh. ça m'a paru être la meilleure idée. Mmh. Euh, et vraiment, il fallait... j'ai complètement occulté le fait de pouvoir tomber enceinte de manière naturelle. Pour moi, c'était par là qu'il fallait aller. Le seul chemin, ouais. Mmh. Ouais, surtout parce qu'il y a quelques phrases de médecins qui me sont restées gravées en Mmh. tête. Par exemple, je me rappelle d'un médecin qui m'a dit ce serait vraiment inconscient de ta part de faire des bébés naturellement, sachant que tu as l'opportunité de, de faire une sélection d'embryons. Donc, bah, je me suis mis ça en tête et on s'est engagé du coup là-dedans. Bon, c'est une, c'est un petit monde qui est assez lourd, assez négatif malheureusement. En fait, le fait d'être autant amené à faire des rendez-vous dans ces cliniques d'infertilité, je trouve que Mmh. rien que le mot infertilité, ça a une Ouais. vibration tellement basse. Ben, moi, Mmh. j'ai commencé ça a commencé à être ma réalité. Je, Mmh. je- pour moi, la seule manière de devenir maman, c'était grâce à cette clinique qui allait du coup sauver mon cas et sauver le patrimoine génétique de ma famille. Euh, Mais en fait, ce qu'on ne m'avait pas dit, c'est que ça n'allait pas être si facile parce qu'en fait, Mmh. c'est tellement, j'aime pas dire contre nature parce que c'est aussi, enfin, ça reste quelque chose de génial Mmh. pour plein de femmes qui peuvent pas naturellement faire un bébé, mais en tout cas, moi, ça m'a fait tomber, je vais pas dire que ça m'a fait tomber dans une sorte de dépression, mais ça a été vraiment une année très, très, très difficile parce qu'en Ouais, fait, ça a été, j'imagine. Mmh. j'ai dû recommencer le processus 3 fois, Mmh. le processus de congélation d'ovocytes 3 fois, parce qu'en fait, par exemple, la première fois que je l'ai fait, juste un ovaire a répondu. La deuxième fois que je l'ai fait, donc le mois suivant, le cycle suivant, je l'ai Mmh. refait. Et là, on a réussi à avoir une bonne quantité d'ovocytes. On en avait 17, ce qui est assez bien. Mmh. On les a congelés. Et quand on a été prêt à les décongeler avec mon compagnon pour les féconder et faire des embryons, les Ouais. 17 sont morts, si on peut dire ça comme ça, Mmh. entre guillemets, sont morts à la décongélation. Non, pas les 17. 16 sont morts à la décongélation. Donc, il nous en Ouais. restait que un. Mmh. Et on connaît le pourcentage de chances qu'un ovocyte fasse un embryon, que cet embryon soit génétiquement correct, et ensuite Mmh. quand l'embryon s'accroche, enfin, c'était quand même des résultats, enfin, des mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles sur mauvaises nouvelles, Ouais. et ça a duré pendant environ un an et demi, je dirais. Euh, et jusqu'à ce que on fasse enfin un premier essai, un premier transfert d'embryon. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais encore assez naïve. Enfin, je me suis dit, OK, ça a été compliqué jusque maintenant, mais tout est derrière nous. Maintenant, le jour est arrivé. Euh, je vais tomber enceinte. C'était mars 2024. Mars 2024, je vais tomber enceinte. On va me faire un transfert d'embryon avec un embryon qui est génétiquement parfait. C'est comme ça qu'il l'appelait. Donc, Ouais. il n'y a pas de raison que ça ne marche pas parce qu'on est jeune et parce que l'embryon va bien et parce qu'ils vont regarder le moment parfait pour me le transférer. Et en fait, cet embryon n'a jamais pris, ne s'est jamais attaché dans mon utérus. Et là, ça m'a mis une grosse claque. Et Mmh. j'ai enfin, où on a enfin été réceptif d'entendre, d'écouter notre famille, nos amis qui depuis des mois et des mois nous voyaient de plus en plus tristes, de plus en plus Ouais. à nous Bah oui. enfoncer dans Mmh. ce Un chemin qui cercle en fait vicieux, hein. Mmh. un cercle vicieux exactement. On a enfin été réceptifs à les entendre et en fait on s'est juste dit c'est tout en fait, stop, on arrête de se prendre la tête parce qu'en fait à ce moment-là on n'avait même pas essayé une fois de faire l'amour naturellement et de Ouais. concevoir naturellement. Mmh. Euh, donc, avril 2024, ça a été une, une bouffée d'air frais. Donc, évidemment, mars 2023, quand mon transfert n'a pas fonctionné, Le j'ai dernier, ouais. souffert pendant quelques semaines, c'était très dur. Ouais.
Mais avril 2024, je me suis dit: «OK, nouveau départ» et en fait, ça m'a procuré tellement de joie de me dire: «Waouh, on va peut-être pouvoir faire un bébé sans devoir, passer par, la case, salle opératoire, des Ouais, personnes avec des masques et des gants» et enfin, faire un bébé en faisant l'amour, quoi. Ça faisait ça j'avais fait une croix dessus depuis tellement d'années et bah c'était oui. tellement, un quelque chose d'inespéré pour moi que ça m'a procuré tellement de joie et de enfin, en tout cas, j'ai vraiment senti un shift en avril Le 2020. déclic, ça a été vraiment les paroles de ton entourage qui t'ont Ouais, dit qui je vous ont dirais constaté justement, votre déclin en quelque sorte? je dirais que oui, je dirais que oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais, bah, là vraiment on touchait le fond, on était vraiment trop, trop tristes, vraiment Ouais, et ouais et ouais et parler avec les bonnes personnes de notre famille, de nos amis à ce ouais. moment-là, ça nous a fait ouvrir les yeux, ouais. Donc à partir de avril 2024, gros shift, on a commencé à faire l'amour sans protection. On recommence au point de départ. Oui, oui, oui. Et bon, j'avais tout de même bon, j'étais tout de même évidemment très impatiente Mmh. et un grand besoin de contrôle. Donc dès le premier cycle, j'ai, acheté les fameux tests Ouais. d'ovulation et dès les premiers cycles, ben, je contrôlais mon ovulation. En plus de sur mon application, je voulais être sûre de pas manquer le bon jour. Et je sais que ça peut être, quelque chose d'un peu anxiogène, mais moi Ouais. ça m'a rassurée, en fait et j'ai Mmh. essayé de le voir, comme un jeu, en fait. J'ai essayé de beh, évidemment, je le prenais très au sérieux, mais c'était pas quelque chose qui était lourd de devoir faire, tu sais, il Ouais. faut faire pipi le matin, tous les jours à la même heure, puis pipi, l'après-midi. Enfin, il y a quand C'est même quelques plutôt ludique. Ouais. voilà, j'ai essayé de le voir comme ça. Et voilà, vu que ça me donnait un peu de contrôle et de sécurité, ça Ouais, c'est ça. ça m'allait bien. Hem Et du coup, ben, premier cycle, enfin, j'ai 2 barres, exactement, la même couleur, donc ça doit être 2 barres foncées quand c'est positif. Ouais. On fait l'amour du coup plusieurs fois par jour pendant, cette fenêtre de 48 heures et mes règles arrivent, quelques jours après et Mmh. ça s'est répété pendant 5 mois. Donc, je dirais que, pendant les 3-4 premières fois où mes règles sont arrivées, j'essayais de me raccrocher aux statistiques, au fait que, ben, c'est pas non plus si facile de tomber enceinte naturellement. Mmh. Il y a quand même, il faut quand même bon, c'est quand on lit les stats, c'est pas non plus que ça va pas non plus fonctionner du premier coup. Du tout, du tout. Voilà, hem et enfin donc là, on était en avril, mai, juin et en juillet 2024, je tombe sur un podcast d'une fille qui parle de, heu ah non, c'était pas un podcast, c'était un livre sur la manifestation Ouais. et et l'hypnose. Mmh. En fait, j'ai commencé à écouter des audios d'hypnose sur la fertilité tous les matins parce que le livre disait que notre subconscient est le plus réceptif, dès qu'on se réveille le matin C'est vrai, ouais. et juste avant d'aller dormir. Donc Ouais. c'est vraiment le premier truc que j'ai fait et je n'ai jamais été aussi consistante avec quelque chose. Vraiment, tous les Ouais. matins, j'ouvrais les yeux, mon téléphone était prêt avec mes écouteurs dans les oreilles et c'était un audio qui durait environ 30 minutes avec des affirmations, positives sur la fertilité et Ouais. pareil le soir. Au début, je me rappelle sentir un peu de résistance parce que ça peut tu sais, c'est une voix ultra douce avec une musique Ouais. un peu, wouhou et je me rappelle être impatiente et me dire: «Oh là là, mais n'importe quoi», enfin, Ouais. je me rappelle être un peu saoulée au début, mais Mmh. de me forcer parce que j'avais vraiment confiance en l'auteur du livre, que j'avais lu Ouais. et après quelques jours, j'ai commencé à me sentir mieux et à sentir des choses bouger dans je sais pas si je peux dire dans mon corps ou dans mon esprit, mais en tout cas Ouais. à commencer à avoir, vraiment, vraiment espoir et confiance et avoir la foi que Mmh. que ça que ça allait arriver et que mon bébé était en chemin et qu'en fait, je devais juste lui laisser un petit peu plus de temps, mais qu'il allait arriver. Donc ces audios ont vraiment commencé à reprogrammer, mon subconscient. Ça m'a fait beaucoup Mmh. de bien tout le mois de juillet, et
et le mois d'août. Donc, je pense que j'ai dû écouter cet audio pendant 2 mois, deux cycles. C'est la première fois que tu ritualisais comme ça un passage de ta vie ou tu avais déjà été, auparavant, en tout cas, une appétence particulière pour les rituels ou c'était la première fois? Hmm. Hmm. Non, j'ai toujours essayé de ritualiser ma Ouais. vie, mais peut-être pas de manière aussi disciplinée. Là, Ouais, je l'ai vraiment vu comme, euh, j'étais persuadée que c'était ça, ces petits la rituels clé, ouais. du Mmh. matin, c'était ça la clé, ouais. Parce que je sentais Mmh. vraiment qu'il y avait des blocages dans mon subconscient et que jour après jour, je me sentais mieux grâce à ces audios. Mmh. Si ça peut aider quelqu'un, les audios, je les ai juste trouvés sur Spotify en mettant fertility hypnosis ou fertility Ouais, meditation. Voilà, c'est rien de bien compliqué à trouver. Et en fait, ce que j'ai commencé à faire, c'était aussi recommandé dans ce livre. Je pense que ouais, le livre il s'appelle Manifester, si je me rappelle pas. Si je me rappelle ouais. pas. C'est de demander des signes à l'univers pour essayer Ah. Mmh. de me rassurer. Donc, Ouais, je le faisais pas tous les jours, mais quelquefois, après les méditations, je demandais à l'univers de m'envoyer un signe bien concret, si mon bébé était en chemin et que je pouvais juste me relâcher ouais. et qu'il Faire allait juste confiance. passer et faire Mmh. confiance. Je peux te raconter, si tu veux, une ou deux Ah anecdotes. oui, ah oui, bien sûr. Euh, la première fois que j'ai demandé un signe, c'était au mois de juillet. Je me rappelle, on était dans un camping avec ma famille. C'était le dernier jour qu'on passait du coup en pleine nature. Donc je me réveille le matin, je mets mes écouteurs et ensuite voilà, je sens que j'ai envie de demander un signe et je réfléchis 2 secondes et je demande de voir une libellule dans les prochaines 48 heures si mon bébé est en chemin et il va bientôt arriver. Ouais. Euh, et en fait, je dis le mot libellule et puis je me dis, merde, non, on rentre aujourd'hui à Barcelone, en pleine ville. Il n'y a pas de libellule en pleine ville à Barcelone. Donc je demande à l'univers, je dis, attends, je vais repenser à un autre signe avoir ma libellule. Donc je réfléchis vite et je me dis, voilà, je demande de voir un nouveau-né, un bébé tout petit. Donc Ouais. je vois souvent des poussettes dans la rue à Bah Barcelone, oui, mais pas souvent ouais. des petits bébés. Donc voilà, ça c'est mon signe. Ce jour-là, on rentre à Barcelone. Et le lendemain, on se réveille. On habite dans un appartement à Barcelone où on a une terrasse où on fait des événements et parfois des concerts. Et ce soir-là, on avait un concert et ça faisait quelques semaines qu'on n'était pas à Barcelone. Donc mon copain se réveille tôt le matin et il commence à laver toute notre terrasse. Donc il y a de l'eau partout sur la terrasse. Moi, je me réveille un peu plus tard et je monte le rejoindre. Et je me rappelle que voilà, qui coupe l'arrosage et on s'assied tous les deux sur une petite marche. Et évidemment, tous ces signes, je les partageais aussi avec lui pour qu'il garde l'œil ouvert au cas où. Bah oui, On ouais. s'assied sur cette petite marche et tout à coup, on voit une grande libellule, vraiment grande, juste en face de nous, qui vient et qui commence à boire de l'eau. Juste en face de nous. On n'avait jamais vu, et j'en ai plus jamais vu d'ailleurs, de libellule Magnifique. à Barcelone. Incroyable. Et Incroyable. mon mec me dit, oh, mais quel dommage que tu as annulé ton signe. Et je suis là, non, non, mais c'est bon, l'univers, Ah il m'a oui, mon gros signe. incroyable. Euh, donc voilà, trop contente. Je passe le reste de ma journée à préparer l'événement, mais vraiment avec cette petite étincelle. J'imagine. Ouais, L'événement de ce soir-là, c'était un kirtan, donc c'était tu sais, des chants de mantra, des ouais. chants indiens. Donc voilà, la fin d'après-midi commence et les gens arrivent. J'accueille tout le monde un par un. Euh, le groupe est là, voilà. Et le concert commence, je me mets tout devant, j'adore ça, voilà, je m'assieds et je chante et je suis à fond dedans et je repense à ma libellule. Ouais. Et à un moment, je me lève et je vais au fond, enfin, tout derrière pour prendre des photos. Et je vois qu'il y a un mec indien qui est là, qui est pas dans le groupe, mais qui est à part du groupe, qui est assis à terre et qui chante les mantras. Et je me dis, trop bizarre, je lui ai pas ouvert la porte, je me rappelle vraiment pas de lui, je sais pas c'est qui. Ouais. Mais bon, il dérange personne, pas grave quoi. Je retourne tout devant. Et
vient la fin du concert, en fait, ce dont je me rends compte, c'est que j'ai pas fermé la porte. Tu sais, j'avais laissé entrouvert la Ouais, porte en bas de notre bâtiment et je me rends compte que j'ai pas été la fermer. Donc voilà, il a dû arriver en retard et d'accord. Ouais, je me pose pas trop de questions. Bref, oui, voilà, la fin du concert arrive et à un moment, mon regard est attiré vers l'arrière, donc je me retourne et je vois une Indienne monter sur ma terrasse donc elle est en train de monter les escaliers avec un tout petit bébé sur son épaule. incroyable. Et elle s'assied à côté de cet Indien. Et je me dis, mais c'est qui eux? Mais c'est trop bien, j'ai mon second signe. C'est incroyable, j'ai les frissons. C'est magnifique. Vraiment. Waouh! Au final, après le concert, évidemment, j'ai été les voir en disant, vous êtes qui en fait? Ouais, Comment vous êtes arrivés? Et en fait, ce sont des personnes qui habitent dans le bâtiment juste à côté de chez nous, dans un appart. Enfin, ce sont nos voisins qui venaient d'arriver d'Inde et qui étaient tranquillement dans leur salon. Et tout à coup, ils ont entendu des gens chanter des chants mais indiens. c'est incroyable. Ils se sont dit, Waouh! comment c'est possible? Oh, Le mec est descendu dans la rue, déterminé de je vais trouver cet événement, je veux y aller. Et il a eu une porte entrouverte et il est monté. incroyable. Et puis il a envoyé des Waouh! messages à sa meuf en disant il faut que tu viennes. Et elle arrive un peu plus tard. Et waouh, finalement, Waouh! on est devenus copains. On a été manger ce soir-là avec eux au resto. Donc, toute la soirée, je l'ai passé avec ce petit bébé indien sur moi parce qu'ils étaient super gentils, ils me l'ont donné dans les bras Ouais, directement. Waouh! D'ailleurs, donc ça, c'était au mois de juillet 2024. Là, en fait, j'étais limite persuadée que j'étais enceinte, quoi. ouais, Je, j'imagine, ouais, ouais, je bouillonnais d'hormones ouais, de grossesse. ouais, Euh, Finalement, j'ai mes règles. Juillet 2024, j'ai mes règles. Je suis un petit peu triste, mais comme, euh, comme beaucoup de femmes qui sont dans cette étape d'essayer de tomber enceinte, on s'en remet vite, quoi. Enfin, après ouais, quelques jours, on est là. Allez, c'est la prochaine, c'est reparti. ouais. On est Donc, je m'y obligé, ouais, ouais. on est obligé, ouais. Donc voilà, je, je m'en remets et je continue mes petits audios. Et fin juillet, on est en dehors de Barcelone, encore une fois. On a loué un appartement à 1 heure de Barcelone. Et c'est encore le dernier jour de notre semaine. Je suis juste avec mon copain. C'est le dernier jour de notre semaine de vacances. On est dans un appartement où il y a une piscine communautaire. Et c'est le soir, on est en train de faire nos bagages. Ce matin-là, j'ai demandé un signe à l'univers et j'ai demandé à l'univers de voir une étoile filante. On est en pleine nature, il y a Waouh! plein d'étoiles dans le ciel Ouais, parce qu'on est en août et qu'on était en ouais, pleine nature, quoi. Et en plus de ça, c'est, tu sais, la fameuse nuit en août où, oui, où on voit beaucoup ouais. les étoiles filantes. Et donc je partage mon signe avec mon copain après l'avoir demandé et il me dit, Céline, là c'est quand même vraiment bateau, genre évidemment qu'on va voir une étoile filante. On est en pleine C'est nature, un il peu fait facile. il me dit: «C'est un peu facile à ton signe». Enfin, il rigole de mon signe, quoi. Bref, ce soir-là, on est en train de faire les bagages, voilà, on sait que le lendemain matin, on doit partir et il me propose d'aller faire un dernier plouf dans la piscine. Donc on sort et là, je me rappelle: «Ah, il y a le ciel au-dessus de ma tête, je vais bien regarder le ciel, à voir si on voit une étoile filante». Ouais. Mon copain commence à voir plein d'étoiles filantes. Il doit en voir 5 sur la petite heure qu'on passe dans la piscine. Et moi, à chaque fois qu'il y a une étoile filante, je suis en train de regarder de l'autre côté. Je vois zéro étoile filante. Donc je me dis, Ouais, bon, j'ai vraiment pas eu mon signe. Là, c'était clair comme ouais, de l'eau de roche que je l'ai pas eu. Donc voilà, on va dormir. Euh, le lendemain, donc je suis toujours avec mes tests d'ovulation. Le lendemain, je fais un test d'ovulation qui est positif. Donc je sais qu'aujourd'hui, le jour d'après, ouais, il faut s'y mettre, quoi. ouais, Euh, donc comme je te dis, c'était le dernier jour dans cet appartement. On rentre à Barcelone. Euh, on rentre à Barcelone. On sait très bien que ce soir-là, on va faire l'amour et on essaye que ce soit pas, enfin, de pas se forcer. On essaye encore c'est une fois ça. de ritualiser ça. Donc, Ouais, et de faire que ce soit un beau moment parce qu'on se dit bon, ça se trouve, on est en train de concevoir. Voilà, on fait pas ça mécaniquement. Je suis c'est ce assez que fière de. j'allais dire. Ça devient un automatisme pour certains, Ouais, effectivement, et c'est bien dur. sûr, Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a essayé de. Bon, allez, si je me rappelle bien, il y a quand même eu quelques fois où on s'est dit bon, allez, on a déjà fait 2 fois, mais on ouais. va le refaire une troisième fois juste Bah au cas où. oui. Mais en Mmh. tout cas, cette fois-là, on n'a pas ressenti ça. On est monté sur notre terrasse ce soir-là. Je me rappelle avoir, tu sais, je m'étais créé tout un petit hôtel sur Ouais,
comment on appelle ça, sur ma table de nuit. Ouais. Je me rappelle prendre toutes mes petites statues, mes petites pierres, mes petites bougies et je monte sur la terrasse. Et en fait, mon copain qui aime beaucoup les sessions de respiration, de Ouais. breathwork, et il en a appris un nouveau qu'il a envie de me faire tester. Bref, il a mis 2 matelas de yoga sur notre terrasse. Moi, j'arrive avec mon petit hôtel et voilà, je les mets Ouais. au bout au bout de notre mat. On fait l'exercice de respiration. Donc, bah, évidemment, il y a le ciel au-dessus de notre tête, mais on est vraiment dans le centre du quartier le plus central de Barcelone. Le ciel, il est vraiment illuminé. On ne voit même Ouais. quasiment pas les étoiles. Euh, voilà, on fait cet exercice de respiration. Puis, ben, on commence à s'embrasser. Euh, je me rappelle mon copain pivoter, se mettre sur moi. On s'embrasse. Et à un moment, je regarde le ciel et je vois une énorme étoile filante. Bam, comme ça, tout droit. C'est magique. Et là, je vois Waouh, ça. Et je crie, j'ai les larmes aux yeux. Et lui, il est là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? c'est Et je suis là, vrai. mais c'est mon signe, et je l'ai eu. Et c'est plus la nuit des étoiles filantes. Et en plus, on est à Ouais. Barcelone, c'est incroyable. Enfin, C'est et donc là, magique. dans mon corps, je sens que, Ouais. waouh, Mmh. enfin, là, c'est le moment. Oh, j'en ai Ouais. des frissons rien qu'en parler. Mais moi aussi, je te jure, j'ai les larmes aux yeux, c'est ouf. C'est magique. Waouh. Donc, bah, voilà, on fait l'amour sur cette terrasse. Franchement, c'était un très, très beau moment. Très, très beau moment Ouais. de faire l'amour à l'air libre. On fait pas ça tous les jours, hein, à l'air Oui. libre, avec des larmes plein les yeux pour avoir vu cette étoile filante Mais et puis oui. avoir espoir. Puis, petite anecdote, je me rappelle que, tu sais, d'habitude, quand on faisait l'amour dans notre lit, ensuite, j'allais pas faire pipi. Tu vois, je Bah restais parce que oui. je voulais rester Ouais. avec les étoiles pour être sûre. Et là, par contre, je suis sur ma terrasse, donc il faudrait que je me déplace pour aller dans mon lit en bas. Oui. Et je suis là, non, non, mais moi je me lève pas et tout, je veux rester comme ça. Donc, on reste bien 1 heure comme ça, moi couché. Et puis à un moment, il commence à faire froid, enfin bref, on a envie de rentrer. Et mon copain me prend comme ça, comme une princesse, et me descend, et me pose juste sur le lit. Donc je ne suis pas bougée de l'horizontal. Bon, je sais pas Ouais. si c'est quelque chose à voir, mais je me réveille le lendemain matin, je me rappelle avec une cystite, évidemment, hein, c'est pas le meilleur truc à À faire. faire. Ouais. Donc je me rappelle, je suis là en train de boire mes infusions pour la cystite en me disant Ouais. mais c'est sûr et certain, voilà, ça a tout gâché parce que Ouais. je dois avoir Mmh. une petite bactérie maintenant. Enfin, bref, pas trop de. Enfin, ça casse un peu mon espoir, ça casse un peu Pas trop de projection, quoi. Ouais. ouais, Mmh. ouais. Donc voilà, j'y pense pas trop pour le reste du cycle. Ensuite, on part visiter la famille de mon copain dans le nord de l'Espagne, dans les Asturies. Et, on est du coup dans la maison de campagne où il y a des enfants. Il y a 2 enfants qui sont passionnés par jouer au foot et qui veulent qu'on joue au foot tout le temps avec eux. Et moi, après avoir joué au foot 5 minutes, genre, je n'en peux plus, je dois m'asseoir à terre. Genre, je suis vraiment KO. Je me dis, mais qu'est-ce Ouais. qui se passe? Pourquoi je suis aussi fatiguée? Euh, et je fais 2 fois un rêve pendant cette semaine-là où on est dans sa maison de campagne. Et je fais juste 2 fois le même rêve. Et le rêve, c'est juste un test de grossesse positif. Un test avec 2 barres. Juste ça. Ouais. Euh, les parents habitent dans une maison de campagne où il y a un petit ruisseau au fond du jardin. Euh, je suis encore dans un mood où voilà, je ritualise tout, Ouais. j'écoute bien mes petits audios. Et je me rappelle me réveiller un matin, tu sais, dans les Asturies, il fait brumeux le matin, c'est pas l'Espagne comme on connaît, remplie de soleil. C'est un Ouais. peu mystique, surtout dans la nature. Je me rappelle aller directement de mon lit à ce petit ruisseau. Mon copain va à la salle de sport tous les matins, donc je suis toute seule. Il est tôt le matin. Et je suis un peu mélancolique. Je me dis, ah, je crois pas que ça a fonctionné. J'ai eu une cystite juste après. Oui, je suis fatiguée, mais je crois pas que c'est un symptôme de grossesse. Enfin, je suis un peu mélancolique ce matin-là. Mmh. Et je m'étais fait une tasse de cacao sacré. Donc, je suis avec ma petite tasse. Il fait froid, l'herbe est humide. Et je suis en train de marcher à côté de ce ruisseau. Et je m'assieds sur une pierre. Et, et tout à coup, je vois une grande libellule Waouh. là sur ce ruisseau et qui boit. Et je me dis, hé. Et cette libellule me fait me rappeler que j'ai fait Ouais. ce rêve de test positif. Et je me Ouais. dis, hé, ça fait quand même beaucoup de signes. Le papa de mon copain, j'ai jamais raconté cette histoire, même Ouais. à mes copines. Le papa de mon copain, il est très dans les poèmes, etc. Donc,
Ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit des poèmes sur des ardoises et il les a mis sur des arbres à côté de ce ruisseau. Bref. C'est des poèmes en espagnol, je les ai pas tous lus parce qu'il y en a vraiment beaucoup, mais je continue à marcher et je vois qu'une des ardoises est tombée à terre, donc elle attire mon attention. Et sur cette ardoise, il est noté en espagnol un poème, et dans une des phrases du poème, un poème qui doit faire peut-être 5 lignes, hein, une des Ouais. phrases c'est: Cette nuit, j'ai fait un rêve et l'espoir est revenu en moi. Et là, j'étais là, mais oui, mais Waouh! j'ai rêvé de ça. Bref. L'espoir revient. Ouais. On a encore une fois, je pense, le dernier jour de nos vacances là-bas. Ouais, c'est le dernier jour, c'est le dernier jour. Ouais. On a un vol le lendemain pour rentrer à Barcelone et j'arrête pas d'y penser. Franchement, dans mon corps, je sens pas de symptômes, alors que les cycles auparavant qui ont tous été négatifs, j'ai à chaque fois senti des symptômes. À chaque fois, je me suis fait des films. Mais Ouais. cette fois-là, à part être un peu fatiguée, pas de symptômes. Je sais que mes règles sont censées arriver d'ici 5 jours, mais je ne peux plus attendre. Et vu que, tu sais, quand tu achètes la boîte, en tout cas dans ma Oui. boîte, la boîte de tests d'ovulation, tu as aussi les tests de grossesse. Donc je me Oui. dis, oh, je me réveille un matin en me disant, là, je suis en train de trop y Ouais. penser. Fais le Autant le test. faire. Ouais. Fais le test, ouais. Et je vais dans ma salle de bain et je fais le test et première fois de ma vie, positif, directement positif, quoi. Et là, Incroyable. j'hallucine vraiment. J'ai, j'adore créer des souvenirs, donc j'ai filmé cette réaction-là. J'ai filmé aussi quand je vais dans le salon et que je regarde mon copain et je dis, wow, c'est positif, c'est positif. J'avais limite un petit peu peur de le dire tout haut, Ouais. peur d'y Mmh. croire, mais je vois qu'il y croit, mais en même temps, on est choqué. Enfin, il y a pas du tout de, il y a pas de, il y a pas de larmes. Il y a évidemment on se fait des câlins, mais Ouais. on est choqué, on n'y croit pas trop. Enfin, bref. Voilà, donc ça, c'est la seule preuve que j'ai à ce moment-là que je suis enceinte. Ouais. Quelques semaines après, je pars au Maroc, du coup, parce que j'ai 2 retraites de yoga au Ouais. Maroc. Mon copain ne vient pas avec moi, je vais avec une amie. Et je suis enceinte de 7 semaines, logiquement, parce que ici en Espagne, la première écho, ils te la font pas avant la semaine 10. Donc, tu D'accord. peux juste avoir foi en ton test de grossesse. Mais bon, je me réveille tous les matins avec la nausée, donc je sais que je suis enceinte. Ouais. À part cette semaine-là où je suis au Maroc, je me réveille un matin et je me sens bien. Ouais. J'ai envie de petit déjeuner, je me sens bien. Et j'ai lu un jour dans ma vie que quand on a une baisse de symptômes, ça peut être euh, une interruption de grossesse, enfin, qu'on est en train Ouais. de perdre l'embryon. Donc j'ai un peu peur ce jour-là, mais je suis très occupée avec ma retraite, donc j'essaye d'occulter ça et je me dis, demain matin, t'inquiète, tu te sentiras encore nauséeuse et tout ira bien. Et je me réveille le lendemain et pareil, je me sens bien, quoi. Et là, vraiment, je sens beaucoup d'anxiété parce que j'y tiens vraiment beaucoup à cette grossesse, enfin, comme toutes les femmes, évidemment. Mmh. Euh, Mon groupe, heureusement, mon groupe part à un cours de surf toute cette matinée, donc j'ai la matinée pour moi. Euh, je Google gynécologue Ouais. Essaouira, il y en a juste un, je prends ma voiture, je vais chez lui et je me retrouve dans une salle d'attente remplie de femmes plus âgées, voilées, qui me regardent en mode mais Ouais. ouais, je pense pas qu'elles avaient l'habitude de voir des petites européennes se pointer dans cette salle d'attente. Enfin, c'est mon tour. Après environ 1 heure d'attente, c'est mon tour. 1 heure de me dire, mais qu'est-ce que je fous? Pourquoi je suis en train de Mmh. faire cette première écho toute seule au Maroc avec, moi, j'aime beaucoup ma gynécologue d'ici. Moi, je m'étais toujours imaginée avec ma gynécologue d'ici. Ouais. Euh, Bref, la porte s'ouvre, c'est enfin mon tour. Je dis au gynécologue, je suis enceinte de cette semaine, mais je pense que je suis en train de perdre l'embryon. Mmh. Il me fait une écho. Et là, il me dit la phrase, il y a 2 bébés. Ah, c'est à ce moment-là qu'il te le dit, d'accord. Ouais. Donc, je suis toute seule dans ce cabinet de gynécologue avec ce vieux monsieur qui me fait une écho, qui me dit, t'as 2 bébés. Et je lui dis, non, c'est une blague. Et il me dit, mademoiselle, je blague pas avec ça, tu as 2 bébés. Et Mmh. je me rappelle, je n'y croyais tellement pas que je me rappelle, enfin, c'est même pas que je me rappelle, j'ai la vidéo, où je lui dis, Ouais. ils sont vivants? Mais oui. Et il me dit, oui, Ouais. il y Besoin de a rassurer tout le temps. Ouais. ouais, ouais, ouais. Et donc il me fait écouter les 2 cœurs. En effet, il y a 2 cœurs. On voit bah, oui, 2 placettes. Oui, non, c'est pas 2 placettes, à deux sacs De amniotiques sac, ouais. différents. Ouais, ouais. Donc il De m'apprend que ce poche, sont des ouais. faux jumeaux et de poches.
il m'apprend que ce sont des faux jumeaux et voilà. Et là, je suis choquée. J'ai envie d'appeler mon copain, mais je lui dis, mais je me dis, c'est nul de dire ça par téléphone. Et il me restait une semaine avant de rentrer en Espagne. Donc, heureusement, ma meilleure amie est avec moi, donc je peux me décharger sur elle. Et donc, je rentre à la maison en courant et je lui raconte tout. Et je me dis, je vais garder ça pour moi, garder mon self-control quand je suis au téléphone avec mon copain, lui parler de tout sauf de De ça. rien fuiter. Ouais. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait. Pendant 6 jours, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai eu cette info pour moi toute seule, avec, évidemment, je pouvais le partager avec mon ami. Et voilà, avec juste une hâte, c'était de lui partager, en sachant que on a toujours été très, très, très attirés par les jumeaux. Voilà, c'est ça. Il y a pas de jumeaux Ouais. dans notre famille, ni dans la sienne, ni dans la mienne, même si dans tous les cas, les faux jumeaux, ça peut que venir de la maman, parce que ça veut dire que j'ai ovulé 2 fois ce Ouais. cycle-là. Même s'il y avait des jumeaux dans sa famille, ça n'influence pas mon ovulation. Euh, et je me rappelle surtout que quand je lui ai montré le test de grossesse positif, il a touché mon ventre en disant: «Oh, j'espère qu'il y en a 2.» C'est ça, c'est dingue aussi. Oh, Ouais. c'est vraiment dingue. Donc enfin, le jour arrive où j'ai mon vol pour revenir à Barcelone et enfin Ouais. partager mes nouvelles avec lui. Je dois arriver à Barcelone, le vol est prévu d'arriver vers 23h, donc je me dis: «Top, il sera encore réveillé vers 23h, donc désolée, je lui gâche sa nuit», je lui dis directement. J'arrive. Le vol a du retard et j'arrive à 2h Ah. du matin. Ah, purée. Donc à 2h du matin, bah, il dort évidemment. Je me dis, bah, je vais quand même pas le réveiller pour lui balancer cette bombe, quoi. Donc voilà, self-control, je vais dormir à côté de lui. Et le lendemain matin, dès 6h du matin, je n'en peux plus. J'imagine. Je veux qu'il se réveille, mais il se réveille pas, enfin pas avant 8h. Mmh. Euh, et je me rappelle que son réveil sonne et il le snooze. Et à un moment, je suis là, non, mais en fait, je dois vraiment te dire quelque chose là. Et dans son demi-sommeil, parce que du coup, il sait que j'ai fait une échographie et parce que je lui avais dit, j'ai fait une écho, j'étais stressée, j'ai fait une écho, tout va bien. Je Tout lui ai va raconté, bien, ouais, c'est tout ça. va bien. Mmh. Et je lui dis juste, je dois te dire quelque chose, est-ce que tu peux te réveiller? Et dans son moitié sommeil, il me répond, quoi? Il y a 2 cœurs? Comment il peut savoir ça, lui? Et en fait, j'avais tout planifié sur la terrasse. J'avais mis mon trépied avec mon téléphone parce que je voulais vraiment sa réaction et tout. Donc je suis là, si tu veux savoir, tu viens sur la terrasse. Moi, je vais sur la terrasse, d'accord? Donc il se réveille petit à petit et ça, c'est lui qui me raconte que voilà, il vient dans la salle de bain, il se met de l'eau sur le visage et il me dit qu'il se regarde dans le miroir et qu'il se dit à lui-même, arrête de penser à ça parce que ça va pas être ça et tu vas être déçu. D'accord. Donc Waouh. même lui me dit que pendant les 2 semaines où j'étais pas là, qu'il avait des pensées de jumeaux, Waouh. et il essayait de se raisonner en mode: C'est pas ouais. «Il y a aucune raison qu'on ait des jumeaux», enfin. Ouais. Et il arrive sur la terrasse et il s'assied avec moi sur le fauteuil et je lui dis: «J'ai 2 bébés dans le ventre, on va avoir des jumeaux» et là, il y a aussi la vidéo sur mon Instagram, mais là, c'est vraiment l'explosion de joie. Enfin, on pleure. La vidéo dure 30 minutes où on fait juste se regarder, rigoler, pleurer, se faire un câlin. Enfin, c'est vraiment le gros bliss, Ouais. l'explosion de joie et de bonheur. Et tous les deux, on a vraiment très très envie d'avoir une grande famille, donc c'était vraiment C'est parfait ça. de commencer comme C'est ça. incroyable. Donc voilà comment a commencé la grossesse gémellaire. Incroyable. Est-ce que Céline, peut-être j'ai juste une question, que ça soit sur le parcours que vous avez fait, pendant 1 an et demi, dans la structure d'infertilité ou après, est-ce qu'à un moment donné ou à un autre, tu as croisé, tu sais, ces personnes que l'on peut croiser sur son chemin et qui t'ont peut-être, en tout cas, laissé, passer des mots, des messages, un peu comme des guides ou des thérapeutes que tu aurais pu voir ou des accompagnants quelconques qui t'auraient amené vers une autre vision justement et un lâcher prise sur justement l'enfantement? Mmh. Oui, je pense que oui et je pense que tu la connais aussi. Si elle Ah. écoute ce podcast, coucou Ophélie, Ophélie Ah! Melchior. Bah oui, bah écoute, elle m'a envoyé un message ce matin encore. Je me Mais rappelle oui. d'un audio très long que j'ai reçu de sa part, Ouais, où elle essayait de me remonter le moral après ce transfert qui n'a pas fonctionné, en ouais, me voilà, en essayant de me faire, déculpabiliser du fait de peut-être vouloir, faire un bébé naturellement. magnifique. Et je pense elle m'a aidée à ritualiser ça et à voir, la grossesse comme, un passage, Ouais, spirituel.
et pas juste comme quelque chose de scientifique, biologique. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Elle a eu un grand Magnifique. impact Ah dans ma vie. merci Ophélie. Ouais. Mhm. Ouais, c'est Ouais. intéressant. Mhm, Alors mhm. justement, comment tu vis cette, grossesse, gémellaire justement? Est-ce que tu as des mots particuliers, des appréhensions, des peurs? Peut-être de ton point de vue et de ton et du point de vue de ton compagnon? Ouais. Mon compagnon n'a aucune peur. Encore maintenant avec les bébés. Lui, il sortirait avec les bébés tout nus dans la rue en hiver. Et lui, enfin, pour lui, tout va toujours bien se passer. Ce qui est très bien parce que je suis. Moi, j'ai pas mal de pensées intrusives Bah et oui, donc et de stress. Donc, ça me va très bien d'être avec une personne comme ça, même si parfois c'est un peu énervant. Ça me va quand même très ouais, bien. ça challenge. Clairement, clairement. Moi, en fait, bah, cette grossesse, du coup, t'attrapes très très vite un gros ventre. Donc, j'ai été très vite très très grosse et très vite franchement c'était très compliqué pour moi déjà de manger parce qu'en fait ça prend tellement de place dans ton ventre que ton estomac devient tout petit et donc t'as Ouais. pas faim. Moi j'avais pas faim, je devais vraiment me forcer à manger. Donc ça a été constant, une charge mentale constante de est-ce que je donne assez de nutriments à mes bébés. En plus je suis Mmh. végane donc j'avais toujours un peu peur de pas leur donner assez Ouais, de ce dont elles ont besoin. Heureusement chaque check-up on me disait que c'était des gros bébés, donc c'était trop bien. Heureusement, ça c'est veut pour être ça que rassuré, ouais. Mmh. ouais, ça m'était rassurée. Mais en fait, j'avais et j'ai toujours cette impression-là, que c'est trop beau pour être vrai. Hem, Mmh. Encore maintenant, qu'elles sont là et qu'elles sont en super bonne santé, j'ai parfois des pensées intrusives de s'il leur arrive quelque chose ou s'il m'arrive quelque chose, enfin bref, des pensées Mmh. qui sont pas cool, que je devrais, travailler en thérapie, sincèrement. C'est normal. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mmh. Et donc je me rappelle, pour être honnête, que pendant, cette grossesse, j'avais beaucoup de pensées intrusives sur le fait que peut-être que les bébés n'allaient pas, mmh, que quelque chose allait leur arriver. Et tu as été voir dans les, au niveau transgénérationnel? Peut-être que c'est quelque chose qui est arrivé dans ta lignée de femmes ou? Mmh, Écoute, j'ai l'impression que j'en ai parlé à ma maman. ouais, peut-être, voilà, si c'est des pensées comme ça, c'est vrai que tu dis que c'était pendant ta grossesse et que ça se poursuit, je sais pas. Je sais que j'ai pu avoir en tout cas des retours de femmes qui ont connu ça et qui ont été se pencher. Écoute, j'ouvre une porte, tu fais ce que tu veux, qui ont En tout été se cas pencher, ouais. En tout cas, par rapport à la conception, je sais que je suis le premier bébé de ma maman et j'ai aussi mis 6 mois à arriver et elle m'a aussi dit que ça a été 6 mois anxiogènes avant que j'arrive. Ah, tu vois? Je pense que en tout cas, ça doit venir de là si je l'ai vécu si mal. Ouais. Heu ouais, mais pendant la grossesse, oui, beaucoup de pensées intrusives sur le Mmh. fait qu'il allait avoir un couac, quoi, que quelque chose allait se passer. Ouais. Heu et mmh Et voilà, donc ouais, je suis devenue très, très grosse très vite et donc Mmh. voilà, j'ai pas pu faire de sport, j'ai pas pu faire de yoga, je faisais juste un petit peu d'étirements et j'avais cette charge mentale tout le temps de peut-être je mange pas assez, peut-être je mange pas assez de Ouais. protéines Mmh. et c'est de ma faute, leur cerveau va pas bien se développer, enfin Mmh. vraiment des trucs, alors qu'au final, ben, le corps sait faire, le corps puise dans ce qu'il faut puiser, enfin et Exactement. Mais tout va oui. bien. Ouais, mais tellement. Je me rappelle aussi, j'ai voulu faire absolument, heu, en tout cas ici en Espagne, il faut payer très cher pour faire cette prise de sang-là, pour être sûr qu'il y ait pas de maladie, enfin pas de maladie, de malformation Ouais. ou trisomie 21. Enfin, Ouais. j'ai jusqu'à avoir le document du laboratoire qui disait que tout allait bien, j'avais l'impression que, voilà, Il y avait ce quelque que chose qui pouvait arriver, ouais. ouais, Mmh. ouais. Euh, mais voilà, la grossesse en soi c'est bien passé. Ma seule, non, c'était pas ma seule préoccupation, mais une grande préoccupation, ça a été le fait de devoir accoucher en hôpital parce que grossesse gémellaire égale pas d'accouchement à la maison Eh oui. Mmh possible. mh. C'est pas, les sages-femmes ne sont pas assurées pour ça, en tout cas, elles ne veulent pas prendre le risque. Bien J'ai sûr, ouais. trouvé j'ai pas trouvé une sage-femme qui aurait bien voulu m'accompagner, prendre le risque, si ça avait été ma deuxième grossesse. Mais vu que c'était une première grossesse, Eh elle a oui, pas voulu tu étais pris prendre mis le risque. par, ouais. Ouais, ouais. Mmh mh. Donc finalement, j'ai rencontré, une sage-femme, anglaise qui, m'a proposé de faire toute la dilatation à la maison, d'aller à l'hôpital vraiment au dernier moment
Et elle m'a conseillé un gynécologue avec qui elle travaille. C'est un gynécologue russe qui est connu pour ne pas agir juste en cas d'extrême urgence, mais Ouais. il est connu pour laisser la femme dans son process. Donc j'ai rencontré cette personne-là et le feeling est bien passé. Et lui carrément me conseillait de ne pas attendre la dernière minute pour aller à l'hôpital en me disant: «On a ici une salle nature où tu seras aussi bien que chez Ouais. toi. Moi, je prendrai pas le Mmh. risque de monter dans un taxi alors que tu es dilatée à 9, mais tu fais comme tu veux». Il m'a laissé assez de liberté. J'ai eu beaucoup de résistance à, tu sais, en tout cas ici en Espagne, bah non. En fait, pour un accouchement à risque, je pense que c'est toujours comme ça, tu dois avoir une intraveineuse dans le Oui. bras. Mmh. Juste au cas où. Moi, j'ai vraiment bloqué sur ça. Je me disais que j'allais pas être libre de mes mouvements. Je déteste les Ouais. aiguilles. Je voulais pas imaginer qu'il allait avoir un petit tube dans mes veines pendant un moment Beh, aussi, oui. Mmh. aussi intense. Euh, j'ai essayé de lutter contre ça, mais voilà, accouchement à l'hôpital, il fallait bien que je fasse Bien quelques sûr, beh, oui. concessions. Mmh. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a été le seul gynécologue qui était d'accord de un, ne pas me déclencher, parce que les jumeaux, c'est très courant qu'on les déclenche Oui. à l'avance. Oui. Et 2, ne pas me mettre la péridurale au cas où. Ouais. Parce que jumeaux égale beaucoup plus de chances de terminer en Ouais. césarienne, donc souvent ils veulent te mettre la péridurale C'est ça. dès le Mmh. début, quoi. Donc j'étais déjà contente que ces 2 points allaient être respectés, plus le fait de pouvoir être dans la salle nature, ça me semblait OK. Ça Ouais. me semblait OK. Bon, j'ai quand même, enfin maintenant je te dis ça comme ça, mais je pense que pendant les 6 premiers mois de ma grossesse, j'ai fait que chercher une sage-femme partout en Europe qui voulait bien Ouais. m'accompagner pour un accouchement à domicile, Mmh. hein. Mais finalement, bah, ça s'est pas mis sur mon chemin. Et en même temps, j'ai quand même eu un bon feeling avec le docteur. Donc bon, Ouais. je me suis dit, Finalement, ah, ouais. Mmh. ouais, à un moment, en fait, ma sage-femme m'a dit: «Céline, il faut arrêter là, en fait, hein». Ouais. Parce qu'en fait, ma sage-femme m'avait dit: «Si tu trouves quelqu'un qui est expérimenté et qui est d'accord de venir avec nous, moi, je veux bien être chez toi, mais il faut avoir un autre professionnel qui a déjà fait ça, quoi». Ouais. Donc, à un moment, elle m'a dit: «Céline, stop, en fait, genre surrender, Mmh. c'est plus tu luttes, plus il va avoir des Mmh. problèmes, en fait. Donc, Exactement. C'est arrête de vrai. C'est mal tellement vrai. Ouais. Mmh. Donc, peut-être que 2 3 mois avant d'accoucher, j'ai fait la paix avec ça. Je me suis dit: «OK, j'aurai un bel accouchement à l'hôpital et ça va le faire, quoi». Beh, oui. Donc, le jour J, heu, c'est exactement un mois avant, donc c'est à la semaine 36. Ouais. Et je perds les os le soir de ma Mother Blessing Ceremony. Ah! OK. Donc j'ai justement toutes mes amies qui ont passé la journée Mais avec oui. moi, chez moi, qui ont fait une cérémonie sur la terrasse. J'ai quelques copines de Belgique qui sont même venues pour l'occasion, dont une qui dormait chez moi. Bref, c'était une journée magnifique, full Ouais. oxytocine. Enfin, c'était Bah, incroyable oui. de voir des amis d'ici, de Belgique, enfin, on devait être environ 10-12. Vraiment la plus belle journée de ma grossesse. Et ben voilà, tout le monde part. Il doit être 23 heures à ce moment-là. Je sors de ma douche, je suis prête à aller au lit. Là, vraiment, c'était intense, hein. Ouais. Je suis énorme, vraiment. Donc, je suis prête à aller dormir. Et je vois mon copain qui est assis dans le salon en train de faire des étirements sur le tapis. Et, et je me dis, je vais me joindre à lui 5 minutes, quoi. Je l'ai quasiment pas vu aujourd'hui. Donc je m'assieds et juste le temps de m'asseoir et d'étirer mes jambes, boum, la poche Waouh! des os se Ça rompt. perce. Ouais. C'est ça, ouais. Et à ce moment-là, ben, en fait, moi, on m'a dit depuis le début que c'est assez courant que les jumeaux viennent plus tôt, qu'ils soient prématurés. Mmh. Mais c'est encore un truc que j'ai pas voulu entendre. Moi, j'étais Mmh. persuadée que j'allais arriver jusqu'à terme. Donc on n'avait pas la valise qui était faite, on n'avait pas le plan, comment on dit, Ah! le plan de naissance, là, le plan, Ouais. tu vois, Ouais, les projets de naissance. de naissance, OK. Voilà, on n'avait rien de prêt. Donc, il est presque minuit à ce moment-là. Je romps la poche des os et mon copain est à côté de moi. Moi, oh! Et comme je te dis, mon copain n'est pas stressé. Donc, je me rappelle, il m'a regardé, il m'a dit: «Mais t'inquiète pas, je vais faire la valise. Toi, prends les papiers de l'hôpital et mets», tu sais, je vais cocher Ouais. si j'étais OK pour enfin bref, Ouais. tout le protocole de Le l'hôpital, quoi. protocole, ouais. Ouais.
Et donc, je me mets à faire ça. Mon copain fait la valise. On appelle quand même la sage-femme qui nous dit, bah, ok, est-ce que tu as des contractions? J'ai pas de contractions. Aussi parce que je remplis le plein d'essence, mais aussi notre appartement est vraiment en désordre parce qu'on a eu plein de gens, on a mangé et tout. Donc, en même temps, j'ai envie de ranger parce que je me dis, merde, on va rentrer dans un appartement qui est comme ça. On est aussi avec une copine à moi qui dort à la maison qui essaye de nous aider. Et voilà, notre sage-femme nous dit, en fait, essayez de vous reposer, quoi, pour essayer d'aller dormir. Donc voilà, voilà, je range un peu, je l'aide à faire la valise, je remplis le plan d'essence et je vais au lit. Et en fait, le fait de m'arrêter, de me coucher directement, les contractions. Ah, elles arrivent. Mmh. Donc euh, mon copain se couche à côté de moi et je me rappelle, j'avais la veille, c'est fou, hein, mais la veille, j'avais téléchargé l'application pour compter les et dire bon, directement que les contractions arrivent, j'ouvre l'application, mais en fait, ça va directement vraiment vite. Enfin, je me dis, mais comment font les femmes? Genre, moi, j'ai même pas le temps de me que je suis déjà dans ma contraction, que Ouais. pour moi, ça fonctionne pas du tout, quoi. Mais je m'entête quand même enfin, j'ai quand même envie de savoir il y a combien de temps, donc j'essaye de le faire. Bon, mon copain essaye de se reposer, moi je me lève, je vais dans notre salon, j'allume, on a une cheminée, j'allume la cheminée, c'est au gaz, c'est juste appuyer sur un Ouais. bouton, et je me mets à quatre pattes sur le tapis à côté de la cheminée, et voilà, je fais des mouvements que je Que pense, tu peux ouais. ouais, que j'ai toujours imaginé que j'allais faire. Enfin, Ouais. je j'ai mon gros ballon là, Ouais. je m'assieds dessus, je tourne mes hanches et, et je suis toujours sur mon téléphone comme ça en essayant de calculer jusqu'à ce que mon copain se lève et là il me dit ok bah enfin ça va vite quoi, t'as besoin de moi je pense. Et t'as besoin surtout que notre sage-femme vienne. Donc Ouais. il appelle la sage-femme, il lui dit bon là ça a l'air d'aller vite, il faut venir. Elle vient et je suis nue dans le salon et je me rappelle qu'elle me voit sur mon téléphone, elle me dit mais tu fais quoi sur ton téléphone? Qu'est-ce qu'on s'en fout de compter il y a combien de minutes dans chaque contrat? Genre vis ton truc quoi. Ouais. Donc bon, évidemment, je me dis, évidemment, elle a raison, je lâche mon téléphone et, et là, s'ensuit, du coup, il est 4 heures du matin. Donc vraiment, quand les contractions commencent à vraiment être intenses, il est 4 heures du matin et on reste à la maison jusqu'à 7 heures du matin avec, au début, Ouais. sans la sage-femme et après avec la sage-femme. Et il y a un geste qui vraiment me soulage de dingue, c'est quand mon copain vient derrière moi et Ouais. appuie à fond sur mes hanches. Donc ça aide à ouvrir le passage pour Ouais. la tête de bébé. Et waouh, en fait, je sens vraiment la contraction arriver. Il pousse et en fait, la douleur, l'intensité Ouais. dure juste 10 secondes. Donc en fait, c'est Ouais. vraiment, vraiment, comment on dit, tolérable. Ouais. Euh, et ça va durer jusqu'à 7 heures du matin. Bon, c'est tolérable, mais évidemment, ça va crescendo de plus Bah, en bien plus. sûr. Ouais. Euh, et je me rappelle, à un moment, je regarde ma sage-femme et je lui dis, mais j'en peux plus en fait. Et, et elle me dit, mais Céline, c'est juste le début, quoi. Ça fait que 3 heures là. Enfin, et en fait, je lui dis, bah, je pense que je vais arriver à l'hôpital et je vais demander de la péri parce que je peux Ouais. pas vivre ça pendant. Tu sais, Bah, ouais. moi, j'avais en tête que ça pouvait durer peut-être 24 heures. Enfin, Ouais. je peux pas, c'est impossible. Ouais. Et elle sait que j'étais vraiment persuadée, enfin, je sais tous les méfaits de la péridurale, Ouais. je sais que ça pouvait, qu'il y avait plus de risques de finir en césarienne, que ça allait faire que tout soit plus long. Ouais. Euh, et elle sait que j'avais vraiment envie de vivre le truc. Donc là, elle me l'a dit, du coup, le lendemain, qu'elle s'est dit à ce moment-là, est-ce qu'elle serait déjà en phase de désespérance? C'est On a fait ça. Si tu te dis ça, c'est que c'est avancé, ouais. 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 Et donc, à partir du moment où je lui parle de péri, elle se lève et elle est en mode bon, je vais téléphoner au docteur, je vais lui dire qu'on est en chemin, j'appelle le taxi. Moi, je suis là, mais que tu fais? Mais non, Ouais. qu'on allait à l'hôpital quand j'étais À plus ou dilatation complète, quoi. Ouais. moins. Oui, le truc, c'est que Presque. quand tu perds les os, en tout cas en Espagne, les sages-femmes ne peuvent pas te faire un toucher vaginal pour savoir à Et oui, combien tu es ouverte. pour les risques, Pour effectivement, les ouais. risques. Ouais, infectieux, ouais. Donc, on imagine que je dois être ouverte, vu que ça fait 2-3 heures, à quelques centimètres,
Bon, on n'a pas de certitude là-dessus. Mais du coup, ça va très vite. Tout à coup, je vois lui et ma sage, enfin, lui, mon copain et ma sage-femme s'activer. Et moi, je suis là, non, mais je vais nulle part, moi. Enfin, Ouais, rien qu'à penser que je vais m'asseoir dans un taxi pendant 10 ouais, minutes et que je pouvais pas avoir mon copain, enfin, que je vais être assise et que je pouvais pas avoir mon copain ouais. derrière moi sur mes hanches, ça me semblait compliqué. Et ça me faisait peur. Bon, je me rappelle, j'étais nue, elle me dit: «Mets vite un truc», je mets un peignoir, je sors de chez moi en Ouais. pantoufles et en peignoir. Le taxi arrive. À ce moment-là, il doit être, on est arrivé à l'hôpital, il était 7 heures du matin et on a 10 minutes de taxi vers l'hôpital. Donc, l'excuse qu'ils ont pris en fait pour me motiver à sortir de la maison, c'est que le trafic allait commencer à être assez intense à Barcelone. Donc il fallait partir avant le trafic pour Avant, pouvoir. ouais, ouais, Donc ça m'a en effet motivée. Moi, je m'étais toujours imaginé ces 10 minutes de trajet avec, j'avais déjà préparé ça, avec mon casque avec de la musique, avec un masque sur les yeux, et enfin voilà, vraiment pour essayer de rester dans ma bulle. Et en fait, je suis montée dans le taxi. Ma sage-femme m'a dit: «Céline, par contre, ici, tu peux pas crier parce on veut pas que le taximan fasse un accident, quand on veut pas lui faire ouais, ouais. donc elle s'assied à côté de moi, mon mec était devant et elle me dit: «Tu prends ma main et quand la contraction arrive, enfin, t'inquiète pas, tu serres ma main de toutes tes forces et tu essayes de faire passer ta douleur sur ma main, quoi.» Je me rappelle de lui et ma sage-femme, donc quand j'ai lu, c'est mon copain et ma sage-femme parler. Et une fois que le taxi démarre, je leur dis à tous les deux: «Là, maintenant, je veux le silence complet, je veux pas que vous me parliez à moi, je veux même pas que vous parliez entre vous, je veux le silence.» Et je suis restée stoïque, assise, Ouais, les yeux grands ouverts, à regarder, il faisait encore nuit, à regarder les lumières ouais, défiler à côté de moi. Et j'ai pas crié. Et à chaque fois que j'avais une contraction, j'arrivais ouais, à juste la ouais, vivre en je étant vois. assise et silencieuse. Et, ça a Incroyable. été, et c'était pas du tout comme je l'avais imaginé. J'avais vraiment Ouais, imaginé comme quoi, un chaos total dans le taxi, alors qu'en fait, comme c'était quoi. très, très Ouais, calme. ouais. Bref, on est arrivé à l'hôpital et là, ils ont pu me faire un toucher vaginal. Et là, on a enfin su à combien de centimètres j'étais dilatée. J'étais dilatée à 9 centimètres. Ouais, incroyable. Donc euphorie quand la sage-femme de l'hôpital me dit ça, mais je me dis: «Waouh!» genre le plus gros effet, c'est incroyable. Enfin, vraiment, je suis, alors là, je commence à appeler tout le personnel de l'hôpital mi amor, je fais des câlins à tout le monde, je suis J'imagine. vraiment au top de ma forme. Et là, une sage-femme arrive et me présente une chaise roulante et me dit de m'asseoir. Je m'assieds et elle m'emmène sans mon mec et sans ma sage-femme. Euh, et bah, j'ai visité l'hôpital, donc je sais où elle m'emmène. Je vois vers quelle direction on va et on va vers la direction de la salle opératoire. La salle opératoire, donc t'imagines une salle très blanche, très clean, Ouais, beaucoup de néons, ordinateurs, câbles, très médicalisé, ouais, ouais. et même pas de lit en fait. C'est une Mmh. table en fer. Oh En, purée. en, Ouais, je vois. et je suis là, j'arrive là et je la regarde, je suis là, mais gentil, tu vois, je suis pas, je suis tellement contente d'être ouverte à neuf que je lui parle avec beaucoup d'amour en lui disant, mais en fait, ça va pas être possible, moi, je vais pas rester là, enfin, t'es mignonne, mais en fait, je suis ouverte à neuf, il me reste juste 1 centimètre, il poussait, mon bébé est là et je vais pas donner naissance ici, quoi. Je sais que je peux le faire. Et elle argumente un peu en disant non, mais c'est vraiment le protocole de l'hôpital. Je me rappelle, elle me dit on a peur de te faire accoucher dans une salle de naissance normale. Par précaution, ce serait bien que tu sois ici si jamais il y a une césarienne. Et je suis là, je veux pas savoir votre peur. En fait, je veux même pas enfin, je veux pas le savoir. Genre, emmène-moi ailleurs. Je dis, je C'est veux pas ça. la salle nature à ce point-là. Je m'en fous de la salle nature. Juste une salle de naissance avec un lit, quoi. Ouais. Et, et là, je me rappelle qu'elle me dit OK, de la tête, elle me dit OK. Et je me rassis sur la chaise roulante et on refait tout marche arrière et elle m'amène dans la salle nature. Et donc là, j'arrive dans la salle nature, il y a mon mec et il y a ma sage-femme. On arrive tous en même temps et là, je me dis, là, c'est le scénario parfait, quoi. Je suis dans cette salle avec Magnifique. cette lumière tamisée. Ouais, Je sais que je vais pas pouvoir utiliser la baignoire parce qu'encore une fois, ouais, risque d'infection quand on a perdu la bien grossesse. sûr, ouais. Mais tout paraît idéal. Je sais que mon gynécologue est en chemin, qui va arriver. Bon, quand même, le trajet en taxi, le fait d'argumenter, ça m'a quand même fait sortir un tout petit peu de C'est ma ça. bulle.
Mmh. mais j'ai encore des contractions. Mais bon, je vais quand même me remettre dans ce petit monde à l'intérieur de moi. Ouais, Euh, donc je me rappelle que je me mets, jusque maintenant, j'avais vécu les contractions debout en ayant les avant-bras appuyés sur, ouais. sur ma table ou à quatre pattes sur mon tapis du salon, et ça m'allait bien. Du coup, on refait ça. Soit je suis debout, soit je me mets à quatre pattes sur le lit et mon copain est assis derrière moi, et dès que j'ai les contractions, bah, on refait la même chose comme ça à la maison. Et en fait, moi, j'ai toujours entendu, en tout cas, j'étais persuadée que le, au moment, où je devrais pousser, que mon corps allait juste pousser. J'ai toujours cru qu'il fallait pas mentaliser ça, que juste le Oui, je corps. vois. Ouais. Mmh. Donc, bah voilà, à ce moment-là, mon corps ne me demande pas de pousser. Donc, bah voilà, je vis les contractions, mais je pousse pas, quoi. Et j'ai pas à ce moment-là, je me rends compte que j'ai pas en tête de sortir mes bébés. J'ai plutôt en tête de ne pas avoir mal pendant la contraction. C'est plutôt ça mon but, Ah plutôt que oui. Ouais, d'en finir, ouais. quoi. Là, je passe 1 heure et demie au total dans cette salle nature, jusqu'à ce que je sens qu'il y a du brouhaha à côté de moi, je sens qu'il y a des conversations et tout à côté de moi. Et tout à coup, il y a mon gynéco qui vient et qui me dit: Céline, je suis vraiment désolée, je sais que je te l'avais promis, que tu pourrais donner naissance ici, mais il y a mon chef qui est juste derrière cette porte, qui me met vraiment la pression et qui me dit que c'est impossible, que tu peux pas rester ici, que tu dois absolument aller en salle opératoire. Et là, je le regarde et je suis là, en fait, genre, la paperasse, vous la gardez, moi je m'en fous, je suis très très bien Ouais, ici, je vais ouais. nulle part, quoi. Enfin, c'est le cadet de mes soucis là. Euh, Ma sage-femme, donc ma sage-femme privée Oui, qui n'est pas partie de ouais. l'hôpital, arrive, et bref, elle essaye de me convaincre, et elle y arrive en me disant: «Écoute, il a quand même fait vraiment beaucoup pour nous, Mmh. il va vraiment avoir beaucoup de problèmes». Donc je dois encore un peu sortir de ma bulle et être d'accord avec ça, de me lever et d'aller au fond du couloir, en salle Mmh. opératoire. J'arrive juste à négocier, enfin on arrive juste à négocier qu'ils allument pas la lumière. Mmh. Mais donc il y a juste la lumière des ordinateurs. Mais en fait, Mmh. je me rends compte que à ce moment-là, en fait, limite, Ouais. tu te fous un peu de où tu es, quoi. Évidemment, c'était pas une salle c'était pas une salle comme je l'avais imaginé, en tout cas. Mais en fait, c'était pas si grave que ça. Mmh. Donc voilà, j'arrive dans cette salle, on me propose de me mettre sur cette table de fer. Cette table de fer, ça on dirait un film d'horreur. Ouais. Ça en acier chirurgical. C'est ça, ouais. Et, euh, et non, je décide de rester debout, exactement comme je l'avais fait à la maison, avec mes avant-bras appuyés sur la table. Et bah voilà, on m'a encore un peu coupé, donc je dois me remettre un peu dans le flow. Mmh. En tout, je resterai aussi 1 h 30, donc je suis restée 3 heures à l'hôpital pour dilater de 1 centimètre et pour pousser. Euh, Ouais. Cette dernière heure et demie de mon accouchement, ce qui s'est passé, c'est que bah voilà, le temps que je me remette là-dedans, je me Mmh. rappelle, après 45 minutes, il y a les sages-femmes de l'hôpital avec qui j'avais pas eu un très très bon contact quand j'avais fait la visite. Je voyais bien Ouais. qu'elles me regardaient en mode, elle est vraiment folle, quoi. À quel moment t'accouches de jumeaux? En tout cas, ici à Barcelone, t'es enceinte de jumeaux, c'est césarienne, quoi. Enfin, c'est ce que Ouais, tout le c'est monde ça. veut, quoi. Enfin, voilà, je voyais qu'elles étaient pas vraiment, enfin, que ça leur faisait peur, en fait, mon Ouais, projet c'est de ça. naissance. Euh, et là, après 45 minutes, je me rappelle que mon copain a dû couper la chef des sages-femmes, qui est rentrée dans la pièce pour nous dire: ça fait déjà 45 minutes, on va devoir commencer à penser à prendre des mesures, Mmh. parce que c'est pas normal de devoir attendre autant de temps pour dilater juste 1 centimètre. Je pense que j'ai toujours dilaté à 9. Mais en fait, j'avais été coupée tellement de fois que. Bien sûr. Et en fait, pour moi, 45 minutes, c'est ridicule. Enfin, pour moi, mon accouchement pouvait durer 20 heures. Enfin, j'étais là, mais Ouais. enfin, pourquoi est-ce qu'on me met la pression? Heureusement, mon copain la coupe directement et la Ouais. prend, la met à part pour pas trop me stresser. Mais je sens quand même un petit peu d'adrénaline. Mmh. J'imagine, ouais. Ouais. Euh, Bref, on continue. À ce moment-là, il nous laisse quand même notre intimité. Donc, on est juste moi, mon copain et notre sage-femme privée qui est avec nous. Euh, et notre sage-femme privée se rend compte qu'il y a du brouhaha dehors. Donc, à un moment, elle sort. Elle nous laisse que à deux.
Nous, pareil, on continue avec les contractions, il continue à appuyer sur mes hanches. Et 5 minutes après, elle revient dans la salle. Et là, vraiment, je vois que ça va pas. Je vois qu'elle a entendu une conversation. Enfin, je la vois stressée alors que c'est une Ouais, personne calme, changement, mais elle est ouais. stressée, ouais. Et elle me dit: «OK les gars, là vraiment, ces quelques prochaines contractions que tu vas avoir Céline, en gros, il y a tout qui se joue maintenant». Ils sont en train de parler, dehors de déclenchement, d'oxytocine, de césarienne. Donc là, maintenant, tout de suite, si tu, ne leur parce que mon gynécologue m'avait fait un toucher quelques minutes avant et il avait senti la tête du bébé encore peut-être à 5 centimètres de la sortie, donc encore un peu haut. Et donc là, elle me dit, si le bébé ne descend pas là, maintenant, ces prochaines minutes, Ouais, c'est ça. on va avoir un problème. Donc Mmh. là, ça va très très vite. Elle nous prend à part de la table. Elle a un foulard autour du cou. Elle retire son foulard autour de son cou. Franchement, je suis hyper reconnaissante de sa réactivité parce que nous, on est vraiment Ouais. restés comme des cons à la regarder en mode OK, mais on fait Bah quoi? oui. Enfin, moi, j'avais Ouais. toujours pas senti que mon corps voulait pousser, quoi. Donc, j'avais Ouais. pas envie de pousser. Donc voilà, elle nous prend à part, elle prend son foulard, elle le met derrière le dos de mon copain, Ouais. elle lui demande de tenir le foulard, enfin elle l'accroche à ses poignets et et elle me donne le foulard et elle me demande de descendre Ouais. en pose de la déesse, tu sais, en sorte de Ouais. squat sur le Mmh mh. sol et elle me dit: «Là, les 2-3 prochaines contractions qui arrivent, tu dois pousser, comme tu as jamais poussé». Donc c'était Ouais. vraiment la 1re fois que je poussais, hein. «Tu dois pousser comme jamais, et il faut absolument que ton prochain toucher vaginal, que la tête soit là, quoi». Ouais. Donc là, adrénaline à fond, Bah oui. mais en fait, c'est clairement, sa réactivité qui nous a «sauvés» entre guillemets parce que les 2-3 prochaines contractions qui sont arrivées, j'ai poussé de toutes mes forces, la tête du bébé est descendue très, très, très vite. J'ai hurlé tellement fort que tout à coup, les portes automatiques sont ouvertes et toute l'équipe est rentrée. Ma sage-femme, je me rappelle, a directement dit à toute l'équipe: «C'est bon, c'est bon, c'est bon, parce que je me suis vite fait un toucher vaginal et j'ai senti la tête du bébé là, quoi. C'est bon, le bébé la tête du bébé, est là». Donc mon gynécologue est arrivé. Lui était de mon côté pendant tout mon accouchement, il était de mon côté. Et je sais qu'en dehors de la salle, il a fait que me défendre et que argumenter avec les sages-femmes, Ouais. son boss pour me laisser, du temps. Donc Le je me plus de rappelle temps possible, ouais. Ouais, je me rappelle qu'il leur a dit: c'est bon, je gère, la tête du bébé est là, il m'a fait un toucher, il l'a senti, tout va bien». Donc là, je me suis mise debout encore une fois avec mes avant-bras sur la table et j'ai poussé quelques fois en plus, enfin j'ai attendu deux trois autres contractions et le bébé a fait «blop». Le premier bébé a fait «blop», Ouais. heu, dans les mains du gynécologue qui me l'a passé par l'avant et Ouais. là, j'ai eu mon petit bébé sur le ventre, donc là, j'ai bien voulu, enfin, ils ont mis des essuies et des coussins sur, Ouais. sur la table, donc là, j'ai bien voulu me coucher sur la table avec elle. J'ai directement vu que c'était OK, qu'elle allait bien, directement, elle a crié Ouais. et et voilà, j'ai peut-être eu 5 minutes avec elle avant qu'on coupe, on a dû couper le cordon bien plus tôt que ça, mais j'ai eu 5 minutes Ouais. avec elle sur moi, En peau à peau, ouais. en peau à peau, jusqu'à ce que, ben, il y avait 2 pédiatres qui étaient là, qui l'ont pris pour la checker, mais j'étais OK avec ça. Hem et après 5 minutes, ben, mon gynécologue m'a dit: «Bon, bah, Céline, Faut y retourner. faut y retourner, il y a un bébé là-dedans». Et ce bébé qui, d'ailleurs avait été mes bébés, ils étaient un peu en yin-yang Ouais, pendant, c'est ça. donc le deuxième bébé était en siège, Ouais. il était encore bien haut et en fait, une Ouais. fois que le premier bébé est sorti, elle a pu se repositionner. Comme Ça, quoi c'est dingue. la nature est Ouais. vraiment bien faite, quoi. Elle s'est mis tête en bas, enfin, elle s'est engagée comme Incroyable, ouais. il fallait, ouais. Et mais par contre, voilà, elle, ça c'est j'y ai pas pensé pendant toute ma grossesse, mais en fait, les faux jumeaux, fausses jumelles, c'est des bébés différents, donc en fait, Ouais. ils sont pas prêts au même moment. Mmh. Donc le premier bébé, la première qui était engagée était parfaitement, finie, tous ses Ouais. organes étaient en place. Mais la deuxième bébé, elle était encore bien haut dans son sac amniotique et ses poumons n'étaient pas encore, développés. Donc le gynécologue, a voulu, bah, je je pense qu'il a enfin, c'est mon copain qui m'a raconté ça, qu'il a été, avec un petit outil, bon moi j'ai rien senti, mais pour, Ouais. rompre la poche des os du deuxième bébé D'accord.
Et je me rappelle, la Peugeot a explosé sur lui. Et je me suis mis debout. Et il y a 24 minutes entre la Entre les naissance 2 naissances, ouais. et le bébé, ouais. Donc, la première naissance s'est passée exactement. J'ai vécu vraiment deux naissances les mêmes. Il y a les mêmes sensations, la même position, tout pareil. On m'avait dit, tu verras, pour le deuxième bébé, c'est beaucoup plus facile parce que tu es déjà ouverte et tout. C'était exactement la La même même chose. chose, Ouais. ouais. Et voilà, le deuxième bébé est sorti. Et là, je me suis rendu compte que, directement, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait pas parce qu'elle criait, mais elle criait en s'étouffant un peu dans son cri. Donc, enfin, je voyais ça n'allait pas. Je voyais aussi son torse qui faisait des mouvements qui paraissaient pas être des mouvements normaux. Je me couche avec elle et en fait, je vois qu'il y a un peu tout le monde qui se regarde, qui est un peu en train de, pas chuchoter, mais je sens une ambiance lourde autour de moi. Ouais, ouais, je vois. Mais pourtant, quand je leur dis: elle va bien», tout le monde me dit: «Oui, oui, oui, elle va bien, elle va bien». Pourquoi on m'a pas dit la vérité à ce moment-là? Je comprends pas trop. Mais ils me la laissent sur moi quelques minutes. En fait, moi, je vois qu'elle ne voit pas et je vois aussi que, en fait, les pédiatres sont hyper occupés avec la première bébé et ils mettent du temps à arriver aussi parce que j'avais demandé un pot à pot prolongé avec la deuxième. Mais en fait, Ouais, sur le moment, je vois qu'elle va pas bien. Donc je dis à mon gynécologue, vous pouvez couper le cordon et la prendre en fait, et la prendre en charge parce que je vois qu'elle bien va pas. sûr. Et voilà, elle est emmenée et on me rend le premier bébé et on me monte en chambre et voilà comment a débuté ma journée du 7 avril avec un tout petit bébé, à appeler toutes mes copines avec qui j'étais 12 heures Mais plus oui, auparavant, ouais. tôt. Donc tout a halluciné, vraiment tout le monde a C'est halluciné. dingue. Ouais. J'arrêtais pas de dire cette journée, mais c'est ma meilleure journée de ma vie et elle me répondait: «Mais attends que tes bébés arrivent». Mes bébés ont décidé d'arriver. C'est ça, Ah, incroyable. ouais, et au final, ben, la première bébé s'appelle Iris, la deuxième bébé s'appelle Alma et Alma a eu besoin d'être dans une, incubateur? Une Couveuse? couveuse? Mmh. Ouais, dans une couveuse. Au final, ils ont dû lui donner quelque chose pour faire gonfler ses poumons. C'est Ça, ça. c'était pas. Enfin voilà, en quelques jours, ça a été réglé. Euh, le seul truc, c'est que, en fait, elle était remplie de câbles et il la nourrissait par une sonde. Donc moi, je devais tirer mon lait et il la Ouais, nourrissait avec ouais. mon lait, avec mon colostrum au début et puis mon lait. Et il me demandait vraiment une quantité, de pomper une quantité de lait, tous les jours plus. Je me rappelle, le premier jour 50 millilitres, deuxième jour 60, troisième jour Ouais. on est resté 7 jours, donc on est resté 7 jours et le dernier jour, je me rappelle qu'il me demandait de d'extraire 100 millilitres toutes les 2 heures. Enfin, c'est vrai, c'était Waouh! vraiment énorme. Et Ouais. les fois où je pouvais, où il y avait que 80 millilitres, par exemple, il me disait: «On va devoir complémenter avec du lait en plus». Et je OK. disais: «Non, il faut pas la gaver, quoi, c'est pas grave que parfois elle mange 80». Enfin, j'étais en contact aussi avec, à ce moment-là, je ne savais pas tout ça, mais j'étais en contact avec ma sage-femme privée qui me disait: «Mais Céline, c'est pas grave, c'est pas normal qu'elle Heureusement, heureusement que tu avais ouais, 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 ce heureusement». soutien-là. Et en fait, on me la mettait au sein juste après, lui avoir donné la sonde. Et en fait, non, pas juste après, pardon, juste avant de lui mettre le lait par la sonde, on me demandait d'aller en néonate et d'essayer de la mettre au sein. Le truc, c'est que 2 heures auparavant, elle avait eu 100 millilitres de lait Eh par oui, en faisant aucun effort. bah Elle a oui, elle avait aucune intention de téter, elle avait pas le faim, quoi. besoin de succion, bien sûr, ouais, ouais, Et ouais. et je me rappelle juste une nuit où j'ai été la voir et où elle m'a tétée, mais il y avait personne pour le voir. Tout le monde dormait, il y avait personne pour. J'étais la seule à l'avoir vu. Donc moi, j'ai vu qu'elle savait téter, mais j'étais la seule à le voir. Et j'avais beau le dire aux sages-femmes, non, mais elle sait téter, je l'ai vue téter cette nuit-là. On me croyait pas. Donc en fait, Alma était OK, elle était bien après genre 3 jours, mais elle a dû rester loin de nous en néonate pendant 7 jours, donc on pouvait pas non plus l'avoir dans la chambre avec nous. Et au septième jour, donc j'ai accouché un lundi, le dimanche, on a été voir les pédiatres, on leur a dit, on veut qu'Alma vienne dans la chambre avec nous. En fait, la seule chose dont on a besoin, c'est du temps et qu'on arrête de la gaver et d'être en peau à peau avec nous, et elle va téter.
il voulait pas arrêter de la monitorer. Donc, le lendemain matin, on a décidé de signer la décharge qui dit que c'est notre responsabilité, mais qu'on veut partir. Donc, ce jour-là, elle a pas eu la sonde avec mon lait. Ouais, Elle a pas mangé ce jour-là. Et c'est OK. Et totalement. le soir, après avoir passé quelques heures ensemble dans le lit, elle s'est mise à téter aussi bien que sa sœur et ça n'a jamais été un Ouais. problème, quoi. Jusqu'à aujourd'hui, encore. Aujourd'hui, oui, c'était elle dans la petite vidéo que je t'ai envoyée. Voilà. J'adore. Ouais. Mais voilà, je tenais quand même aussi à raconter ça parce que, Important. oui, important, de pas. Bon, après, il y a une partie de moi qui a pas envie de croire à cette histoire parce que ce serait un peu triste que ce soit pour ça, mais apparemment, les services néonats, quand ce sont des hôpitaux privés, ils sont très bien payés par nos assurances chaque jour que passe un bébé en néonat. Mmh. Et bon, en tout cas, ce que ma sage-femme en a conclu, c'est que ça pouvait être dans leur intérêt, en fait, qu'Alma reste des jours en plus et des jours en plus et des jours en plus en néonat. Bon, voilà, Ce n'est ça, pas ouais, impossible. c'est pas impossible. On le saura jamais, mais c'est pas impossible. Voilà, et à partir du moment Waouh! où on est rentré à la maison, ben, tout s'est très très bien passé. Et depuis ton postpartum, comment ça se passe cette nouvelle vie à 4? Ben, en fait, du coup, j'ai accouché en 6 heures. J'ai accouché dans une position que je trouve très empouvoirante, le fait d'être Ouais, debout et le fait que ce soit totalement, mon gynécologue et les sages-femmes de l'hôpital qui se soient adaptés à ma position et pas moi qui me sois adaptée à leur tellement. confort. Donc en fait, mon postpartum s'est très bien passé parce que je me suis sentie comme, une guerrière, en fait. Ouais, mais tellement. Je pouvais Ouais. m'arrêter. J'imagine, j'imagine. Et je suis persuadée en fait que quand on a une naissance respectée, enfin, où on se sent respecté et, enfin, et qui se passe exactement comme on voulait que ça se passe, ben, on peut que, enfin j'ai l'impression en tout cas qu'on peut que être fier et boosté après ça Totalement. et pas sentir de baby blues. En tout cas, j'en ai pas du tout senti. J'ai jamais été aussi heureuse de ma vie depuis que j'ai la naissance. C'est beau et ça se sent en plus vraiment. Quel est le message peut-être pour terminer en tout cas cet échange aussi Céline, quel est le message que tu souhaites porter par rapport à cette expérience que tu as vécue, qui on peut le dire est extrêmement spirituelle en tout cas, sur ce cheminement que tu as entamé? Et peut-être aussi quelle vision tu as sur toi, sur ta propre naissance de maman? Qu'est-ce que ça a transformé? Tu l'as dit, tu te sens plus guerrière en tout cas, mais Mhm. qu'est-ce que ça a transformé même si on est encore en plein postpartum? Hmm. Euh, j'ai, j'ai, j'ai toujours su que je voulais être maman, mais j'ai toujours pensé que c'était pas assez, qu'il fallait à côté de ça que j'ai un projet professionnel qui allait sûrement plus me nourrir que le fait de juste avoir des bébés. Et C'est depuis que j'ai des intéressant. bébés, je Mmh. suis fière de dire que je n'ai aucune intention pour l'instant de reprendre le travail et que c'est vraiment le cadet de mes soucis. Et si je peux, et je vais essayer que ce soit possible, je veux juste me dédier à être maman parce que il n'y a jamais rien qui m'a rempli autant que depuis que mes bébés sont là. Et j'ai l'impression qu'on vit dans une société où c'est pas Mmh. assez. Non, Et, et j'aimerais bien, en tout cas c'est ce que j'essaye de transmettre sur mon Instagram, euh, ben, transmettre le message qu'être maman et que de prioriser sa maternité et prioriser ses bébés, ben, c'est assez et qu'il n'y a rien de plus beau. Et, et j'aimerais aussi, parce qu'il y a, tu sais, quand j'étais dans cette période de conception où j'avais toutes ces peurs sur une potentielle infertilité, toutes ces pensées intrusives, il y a une phrase que j'avais mis en fond d'écran sur mon téléphone qui m'a beaucoup aidée. mmh, Et c'est le fait que l'intuition, parce qu'en fait, toutes ces pensées répétitives, je pensais que c'était mon intuition qui me parlait. Et en fait, quand on a une intuition, c'est une pensée qui est calme et qui n'est pas répétitive. exactement. Mmh. Tandis que la peur, c'est bruyant et c'est Mmh. répétitif. Et vraiment faire la distinction entre les deux, ça m'a beaucoup aidé. D'arrêter de penser que c'était mon intuition qui me donnait des messages et comprendre qu'en fait, c'était juste de la peur et que je devais juste
Mmh. pas l'écouter. Traverser. Ouais. C'est fort Céline, tu m'as donné les larmes aux yeux sur la fin parce que ton message est très, très puissant et en tout cas, il résonne aussi très, très fort, de mon point de vue aussi perso. Donc merci en tout cas pour tous les messages que tu fais passer aussi, sur Instagram, qui est un Mmh. réseau comme un autre où on peut faire passer de nombreux messages et tu en fais passer et vraiment un immense merci à toi aussi d'avoir pris ce temps pour déposer ton histoire qui est extraordinaire vraiment et je suis vraiment ravie en tout cas, que tu aies pu la déposer, à mon micro et j'espère en tout cas qu'elle va résonner, qu'on soit d'ailleurs maman de jumeaux, de jumelles ou pas. Le Mmh. message est très fort et bien au-delà de ça, Mmh. et sur les questions d'infertilité aussi. Donc Mmh. vraiment merci Céline et j'ai envie de dire tu as une aura qui est incroyablement lumineuse. Merci, merci et Oh, et hâte de continuer, en tout cas de te suivre aussi sur les réseaux. Je mettrai ton compte en description de cet épisode et hâte de te voir évoluer aussi et surtout, ne lâche rien. Tu es un exemple qui est vraiment précieux en tant que maman. Merci oh, Céline. ça me fait vraiment beaucoup plaisir. C'est vraiment les mots que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, donc merci. J'imagine, j'imagine. Dans un autre contexte, je sais, je vis la même chose donc vraiment, vraiment merci en tout cas Céline. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci, belle maman, pour ton écoute si précieuse et pour ta présence dans cet espace où on ne cesse de s'émerveiller et de se questionner face à ce livre ouvert qu'est le monde, à la fois dans son extériorité et dans son intériorité. Si tu as aimé ce moment de partage et que tu souhaites ancrer cet épisode qui t'a apporté, porté ou nourri, je te laisse déposer avec le cœur une note sur ta plateforme d'écoute. Souvent, ce sont des étoiles ou encore commenter l'épisode écouté en description de ce dernier, sur Spotify ou sur YouTube par exemple. Ou encore me laisser un avis Google pour que ma mail et les récits et savoirs transmis par les femmes qui passent derrière mon micro rayonnent encore et encore. Enfin, si ton esprit de curiosité est toujours en éveil après cet épisode, tu peux aller découvrir ma boutique artisanale en ligne sur mamel.fr, où tu pourras voyager à travers les femmes et mères du monde que je crée et représente en bougies de cire végétale. Tu pourras également t'inscrire à ma newsletter pour ne rien manquer des rituels, des mots pensés et des différentes découvertes venues d'ici et d'ailleurs qui résonnent dans nos cœurs de Mama du Monde et que j'ai bien évidemment à cœur de vous partager chaque mois. Voilà, belle Mama. Cet épisode est terminé. Je te laisse doucement revenir à ta réalité, à ton quotidien et surtout, Mama, n'oublie pas, ta maternité comme ta féminité est un univers aussi merveilleux que le monde à explorer.